c'était hier au moment où je filme cette vidéo et pendant que j'en ai encore à peu près la force, je vous filme le book haul de Montreuil qui va être, je l'annonce, complètement catastrophique, désastreux pour mon compte en banque parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai eu encore moins de résistance qu'avant et c'est un désastre, vraiment. J'en profiterai toujours pour vous dire que si vous avez l'occasion de vous rendre au salon de Montreuil, n'hésitez pas, c'est vraiment hyper sympa. Alors il y a beaucoup de monde, il y fait très chaud, hein, ne prévoyez jamais de pull, vous allez mourir. Mais c'est sympa, voilà, il y a plein de petites maisons d'édition à découvrir, il y a surtout plein d'auteurs qui sont présents, il y a plein de choses à voir, il y a plein de rencontres à faire. Donc c'était super génial. D'ailleurs j'en profite pour faire un coucou à toutes les personnes que j'ai pu croiser, même si bah voilà, j'aurais pas tous les noms en tête là tout de suite, mais voilà, je vous fais un coucou à Amina, à Wassila, à Cléo, à Cléophée, à Mao et à toutes les autres personnes dont les noms m'ont échappé avec le temps. Voilà, j'ai été très contente de vous voir et j'espère vous recroiser d'autres fois. On commence avec Les loups-garous de Tierce-Lieu de Paul Béorn et de Silène Edgar. Donc là c'est Lune Rousse. Je suppose qu'il va y en avoir plusieurs si celui-ci s'appelle Lune Rousse, ou alors c'est vraiment pour faire rappel que c'est inspiré donc du jeu le loup-garou de Tierce-Lieu. Qui, vous savez, un jeu de rôle un petit peu, vous avez plusieurs cartes et puis on vous tire un personnage et il faut savoir, enfin il faut deviner en fait parmi les personnes du groupe qui sont les loups-garous qui s'amusent à vous tuer en fait en tant que personnage durant la nuit. C'est un jeu qui est très très chouette et donc ils l'ont adapté en roman et je trouve ça très très cool. Alors c'est plutôt du roman jeunesse et ça se situe donc au niveau de l'histoire en 1846 et on suit le parcours donc de deux personnages qui sont Lapsa et Lune qui donc apparemment ont grandi ensemble et le soir d'une lune rousse, donc souvent la lune en fait où les loups-garous attaquent, il va se passer quelque chose d'important. L'une d'entre elles va apprendre qu'on lui a menti sur la mort de ses parents, l'autre va partir à la poursuite d'un loup noir et elle va trouver en fait un coffre qui va renfermer une chanson à propos d'une vengeance, enfin un poème à propos d'une vengeance, un masque et la jeune fille qui va le trouver va essayer de savoir ce qu'il en est et de défendre toutes les injustices de son village. Et voilà, et ça a l'air très chouette et rien que le concept que ce soit adapté d'un jeu que j'aime bien me plaît beaucoup. Voilà, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. J'ai ensuite acheté La Lune est à nous de Cindy Van Wilder qui me faisait de l'œil depuis très longtemps puisque tout simplement tout le monde l'a lu, j'ai l'impression. En tout cas beaucoup de personnes l'ont lu, adoré, recommandé. Donc forcément il y a un moment où je me suis dit va falloir que je mette la main dessus. C'était l'occasion au niveau du salon de Montreuil. Voilà, Cindy est quelqu'un d'adorable en plus, enfin c'était super chouette de la voir. Au niveau du résumé, La Lune est à nous, j'ai pas vraiment un résumé précis à vous donner, tout simplement parce que il m'en dit pas trop et avec tout ce temps j'ai pas cherché à en savoir trop, je me suis dit je vais me laisser surprendre, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'on suit des personnes qui sont finalement pas celles que la société met en avant, c'est-à-dire que voilà, ils se qualifient comme, enfin ils se qualifient, la société les qualifie finalement comme les hors normes. Donc voilà, tout simplement, par exemple si vous êtes pas mince comme la société vous le demande, pas jolie comme la société vous le demande, pas blanc même parfois comme la société vous le demande, enfin voilà, toutes ces choses qui ne rentrent pas dans les standards de la société, et bien ce sont des personnages qui vont décider que en fait ils en ont rien à foutre des standards, que à la limite ils vont peut-être en faire une force et qui vont revendiquer leur place au sein de cette société puisque elle est autant à eux qu'aux autres. Voilà, et donc déjà rien que ça en termes de message, je trouve ça extrêmement important, donc j'ai très hâte de le lire. J'ai aussi mis la main sur Terre de brume, toujours de Cindy Van Wilder, qui est d'ailleurs sublime. Voilà, ce livre est très beau, hein, je tiens à le dire. Qui est donc cette fois-ci plutôt un roman de fantasy si je dis pas de bêtises, puisqu'on suit Hera qui vit dans un sanctuaire de prêtres de l'eau, hein, je crois que c'est ça, les prêtres de l'eau, et elle apprend donc à maîtriser sa magie pour apparemment devenir une guerrière. Elle va rencontrer une autre jeune femme qui s'appelle Intisar, qui elle est une sœur de feu qui va prévenir apparemment tous les habitants de ce sanctuaire que ils sont en danger puisqu'il y a une espèce de vague de brume qui menace en fait tous les habitants, j'imagine, puisqu'apparemment elle est composée de personnes, de créatures ni mortes ni vivantes. Voilà, et visiblement ça les met tous en danger et elles vont s'unir pour sauver tout le monde, je suppose. Et rien que ça a l'air assez cool et j'aime que ce soit deux héroïnes qui vont s'associer pour battre le mal, voilà. En plus, il faisait partie de mes sélectionnés du PLIB, donc je suis très contente, je vais pouvoir le découvrir et c'est très chouette. Et c'est un premier tome aussi. J'ai aussi mis la main sur Nox d'Héloïse Tang qui me tentait depuis en fait sa sortie finalement.
J'en avais pas mal entendu parler et en fait le résumé m'a bien intriguée. Bon, la couverture clairement joue, hein, on peut pas dire qu'elle soit moche, j'adore le jeu de couleurs, c'est très très joli. Et surtout en fait on suit, je sais pas si c'est une femme, un personnage principal ou un homme, et je crois que c'est une femme, et ça commence dans un asile psychiatrique, et je ne sais pas pourquoi mais n'importe quelle histoire qui commence ou se situe dans un asile psychiatrique a tendance à m'attirer de base et à me fasciner tout court. Donc forcément ça commençait bien. Et j'imagine que ça va se transformer un petit peu en fantastique tout ça, hein, puisque voilà, il y a des visions en fait qui se passent dans cet asile psychiatrique. Certains patients ou patientes, j'imagine, qui voient des choses importantes, comme par exemple un lac cerné de neige, une église souillée, un brasier et les cris qui le renferment. Des histoires de sorcières, et j'imagine une histoire un petit peu maudite qu'il va falloir un petit peu révéler, démêler pas mal de petits secrets, et voilà, et ça m'intriguait pas mal. En plus, comme la Terre de Brume, je l'avais sélectionné pour le Plib 2019, donc c'est parfait, c'est l'occasion de le lire et bah, enfin de savoir ce qu'il renferme. J'ai aussi mis la main sur La Marque Rouge de Roberto Sanchez, qui est donc plus ou moins un tome compagnon de Laura Noir. En tout cas les deux peuvent se lire séparément, et du coup moi j'ai décidé de prendre La Marque Rouge, même s'il a été écrit après le premier du coup. Voilà, et on y suit le parcours donc de Louise, qui est donc une apprentie sorcière qui va commencer une année scolaire avec plusieurs de ses amis. Mais en fait tout va être compliqué puisqu'elle est apparemment poursuivie par la mort, ce qui forcément complique un petit peu les choses, hein, si on veut passer une année scolaire tranquille. Voilà, et bien j'imagine qu'elle va essayer de se dépatouiller de tout ça et d'essayer de pas être trop en danger de mort en permanence. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous faire comme résumé de cette histoire. Et en tout cas ça m'intrigue grave, puis l'autrice est juste totalement adorable, donc voilà, j'ai envie de vous dire que j'ai hâte de commencer tout ça, et j'aime beaucoup les jeux de couleurs aussi sur la couverture. Et je l'avais aussi sélectionné pour le Plib, voilà. J'ai vraiment fait mes devoirs du Plib, hein. Vous pouvez le voir, je fais mon travail de jury très 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 sérieusement. J'ai ensuite acheté Interfil de Antonin Adjé, que bah, en fait j'ai vu passer partout, que j'aurais pu lire un peu plus tôt mais que je n'ai pas acheté jusque là, puisque bon, on peut pas dire que j'ai pas une pile à lire énorme, mais quoi qu'il arrive, je l'avais aussi sélectionné pour le Plib, donc forcément j'allais le prendre. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais on est plutôt cette fois-ci sur un roman de science-fiction avec plutôt un univers dystopique, puisque on va suivre donc Nathan et pas mal de ses amis qui sont connectés à un réseau qui s'appelle donc Interfil, qui permet de partager en fait à ses amis ses émotions, un petit peu comme un réseau social, mais où on partage toutes ses émotions en direct. Donc apparemment c'est ultra populaire, super utilisé, enfin ça fait partie du quotidien de tout le monde, et bah, en fait un jour, hein, je suppose bien que quelque chose va se passer et que ça va forcément bouleverser cet équilibre, et surtout Nathan, le personnage principal, va rencontrer une autre personne, une jeune fille, Elisabeth, qui elle est une sans réseau, parce qu'en fait elle n'utilise pas Interfil. Je sais pas s'il y a d'autres réseaux aussi qu'elle n'utilise pas non plus, mais quoi qu'il arrive, sa rencontre en fait va un petit peu chambouler le quotidien de Nathan, puisque bah, lui qui a toujours baigné dedans va être confronté à quelque chose de différent. Et bah, j'imagine qu'il va apprendre des choses, et que ça a participé aussi à ce petit bouleversement. Je suis très curieuse de le lire parce que j'en ai entendu quand même beaucoup de bien. Et puis je pense que normalement, vu le résumé, ça a tout quand même pour me plaire, en tout cas en termes de divertissement. J'espère que ça me plaira encore plus avec tout le reste et tout ce que ça contient. J'ai aussi acheté 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton, qui là est un livre plutôt de science-fiction, on va dire ça comme ça, ouais je pense. Surtout, pas post-apo, c'est carrément apocalyptique finalement, puisque du résumé que Cassandra m'en a fait, Cassandra de la chaîne Croque les mots, elle me disait qu'il y avait, alors là on parle de 2 lignes d'explosion qui ravagent la Terre, c'est apparemment pas de murs, mais bon, de trucs énormes qui en fait, d'un point A à un point B de la Terre en fait se rapprochent, provoquent bah, des cataclysmes, j'imagine écrasent tout sur leur passage. On sait pas vraiment exactement ce que c'est, en tout cas moi je sais pas exactement ce que c'est. Et eh bien apparemment ils vont finir par se réunir donc dans 10 jours à partir du moment où l'apocalypse commence au niveau de la côte atlantique, et c'est bah, là que tout va se terminer, et que ce sera que se trouveront les derniers survivants, et on va aussi en suivre 6 qui bah, essayent de s'échapper, de tenir comme ils peuvent sur ces 10 derniers jours de vie visiblement. Ça a pas l'air d'être un livre qui se termine bien, mais c'est un livre qui en tout cas a très bonne presse, qui a l'air de vraiment plaire.
Et puis je suis curieuse de découvrir Manon Fargueton dans autre chose que de la fantasy, puisque pour le moment je l'ai lu que avec l'héritage des rois passeurs et les illusions de Savloir qui ont été des coups de cœur énormes. Donc très très curieuse de lire 10 jours avant la fin du monde, que j'ai aussi sélectionné pour le PLIB. Voilà. Acheté totalement par hasard parce que j'ignorais totalement qu'il était sorti en fait ce livre là. J'ai acheté Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully qui est en fait l'autrice de Max, enfin en tout cas Max moi je l'avais adoré, c'est un livre qui m'avait beaucoup plu, qui parlait en fait du projet Lebensborn en fait qu'avaient mis en place les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait l'idée du projet Lebensborn c'était de créer vraiment une race aryenne, c'est-à-dire que ils avaient mis des hommes et des femmes d'un côté et puis ils les faisaient se reproduire, hein, vraiment comme une race d'animaux, vraiment clairement c'était ce qu'ils avaient fait avec des humains pour que eh bien, les enfants qui allaient naître soient totalement conformes en fait au projet des nazis, donc forcément une certaine forme de crâne, des cheveux blonds, les yeux bleus, voilà, enfin c'était absolument ahurissant. Et dans Max on suivait un jeune garçon, Max, en fait, de son état de fœtus jusqu'à peu près, dans l'histoire, je crois que c'est jusqu'à ses 10 ans, une dizaine d'années. C'était assez impressionnant. Et en fait, on suit vraiment Max, il a une conscience en tant que fœtus et il vous raconte en fait, voilà, tout ce qu'il veut être. Il veut être le meilleur, il veut être le meilleur dans le projet Lebensborn et c'était hyper bien fichu pour découvrir déjà ce projet qui est pas toujours très connu et ça révélait vraiment toutes les conneries des nazis quoi, c'est-à-dire que leurs propres contradictions étaient bien révélées avec l'œil d'un enfant. Bref, je vous recommande Max à mort. Et là, donc Orphelin 88 n'est pas vraiment une suite puisqu'on ne retrouvera pas Max et les personnages qu'on découvre dans Max, mais on va suivre en fait les orphelins de cette guerre en fait, qu'il s'agisse des enfants du projet Lebensborn peut-être, des rescapés des camps, des enfants divers et variés. En fait, on va en suivre plusieurs, on va suivre leur parcours et on va savoir ce qu'ils deviennent en fait après en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale et comment ils se sont reconstruits, comment ils ont pu se développer après cette terrible période de l'histoire. Donc ayant adoré Max, vraiment j'ai très hâte de lire Orphelin 88 qui, j'en suis certaine, ne me décevra pas. Totalement par hasard, j'ai ensuite acheté Sacha et Tom Cruise. Tom Cruise en fait comme l'acteur, voilà, de Allard et Quignon. Donc Allard c'est la scénariste et Quignon c'est l'illustrateur, voilà. Et là c'est le tome 1 qui s'appelle Les Vikings, puisqu'il y avait bien un tome 2 au moment où je suis passée sur le salon, mais n'ayant jamais lu le 1, forcément je n'allais pas acheter le 2 tout seul. En fait il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Sacha, et j'en perds une photo qui était bien à l'abri dans ma BD. Donc c'est l'histoire de Sacha qui veut en fait à son anniversaire avoir un rat super intelligent, sauf qu'il va se retrouver avec un chihuahua qu'il va baptiser Tom Cruise. Et en fait un jour Tom Cruise va se retrouver couvert d'une espèce de matière un petit peu gélatineuse, et cette matière est très spéciale puisqu'elle va leur donner la possibilité d'être projetés dans l'espace et le temps, et donc dans différentes époques, et j'imagine qu'ils vont vivre plein d'aventures spécifiques dans ces différentes époques. La première se passe donc au temps des Vikings, et c'était juste trop mignon quoi. Les dessins sont super choupinous, et il faut que je vous montre un petit peu l'intérieur qui est très beau. Déjà vous avez les pages de garde qui sont vraiment très belles, et au niveau des dessins on est sur quelque chose comme ça. Et c'est très chou. J'adore les couleurs, j'aime beaucoup le fait que ce soit presque aquarellé, je ne sais pas trop. C'est très joli, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et regardez-moi la douceur de cette illustration, franchement, c'est pas tellement mignon. En plus, les deux auteurs étaient adorables, donc c'était vraiment chouette. J'ai enfin ajouté à ma collection Bergère guerrière de Jonathan Garnier et d'Amélie Fléchet, qu'on m'avait énormément vendu. Ça fait vraiment très longtemps qu'on m'en parle, il y a d'ailleurs un tome 2 qui est déjà sorti, hein. Et voilà, c'est une petite BD adorable où en fait on va suivre des bergères qui ne s'en laissent pas compter. Au niveau de l'histoire, si vous ne la connaissez pas, en fait, il se trouve que dans le petit village de ces différentes bergères, en fait, les hommes ont été mobilisés pour la Grande Guerre. Ça fait 10 ans qu'ils ont été appelés pour cette guerre, et ça fait 10 ans que les bergères n'ont aucune nouvelle des hommes du village, et donc elles ont décidé de créer en fait une organisation de guerrières parmi elles, parmi les plus combattantes, parmi les plus braves. Elles ont décidé qu'elles allaient elles aussi défendre à leur tour leur village, et puis même mener leur propre guerre. Et finalement vous allez suivre Molly, qui est donc ce petit personnage là,
qui a 10 ans et qui est assez âgée pour finalement commencer son entraînement de future bergère guerrière. Et eh bien on va la suivre dans ses petites aventures avec Liam qui est donc ici et qui est son meilleur ami. Voilà, et ça a l'air vraiment très chouette, les couleurs sont trop mignonnes. J'ai aussi eu une illustration, enfin une dédicace absolument magnifique, voilà, c'était très beau. Sans oublier celle-ci qui est tout autant jolie, hein, vraiment très mignonne. Et au niveau des illustrations, on est plutôt là-dessus, voilà. C'est très doux, j'adore les petites couleurs, les jolies illustrations, voilà, c'est très beau. C'était évident, un Montreuil sans revenir avec ce livre-là était totalement impossible, c'est le célèbre Billy Brouillard. Donc Billy Brouillard de Guillaume Bianco. Là il s'agit en fait d'un nouveau set, on va dire, d'aventures de Billy Brouillard et ce sont le détective du bizarre, donc Billy Brouillard et la chasse aux fantômes. Et bah voilà, vous allez le suivre dans une petite BD très spécifique où il va partir à la chasse aux fantômes. Hein. Pour partir à l'aventure avec lui dans cette chasse aux fantômes, vous allez être armé d'une petite loupe de trouble vue, voilà, qui vous permet en fait de détecter toutes les petites choses cachées au fur et à mesure des pages, puisqu'il y en a un, j'ai essayé. Au niveau de la BD, on va dire que c'est un poil plus classique, hein, si on peut dire ça comme ça, pour du Billy Brouillard, dans le sens où vous avez un petit peu moins de pages avec des poèmes, des petites pauses avec des histoires ou des pages de journaux, même s'il y en a, hein, il y en a quelques-unes. Mais voilà, c'est plus une BD plus classique que les gros albums Billy Brouillard, mais c'est toujours aussi joli, moi j'aime toujours autant le dessin, j'aime toujours autant le trait. Les couleurs aussi, là elles sont un petit peu plus, comment dire, rosées. Vous avez un peu plus de rose, on va dire, que les tons sépia habituels. Voilà, c'est super chouette, c'est super mignon. Je vous montre ça d'un petit peu plus près, voilà, mais c'est toujours aussi joli. En plus, j'ai eu droit à une dédicace juste sublimissime. Voilà, je suis très heureuse parce qu'elle est superbe. Et pour continuer dans le Billy Brouillard, eh bien j'ai le dernier album qu'il me manquait. Il s'agit de l'encyclopédie Curieuse et Bizarre, donc le premier volume en fait, sur les fantômes. Moi j'avais celle sur les chats. Et voilà, et en fait il s'agit plus ou moins d'encyclopédie que rédige Billy dans son histoire, et où il vous apprend en fait à découvrir quelles sont les créatures parmi lesquelles en fait vous pouvez vous méfier, qu'il connaît, voilà, il vous raconte un petit peu tout son savoir, et c'est assez chouette, voilà, et ce sont vraiment de très jolis albums. Je vous montre ça toujours d'un peu plus près, voilà, ce sont vraiment de très belles planches, c'est très joli, c'est très travaillé, il y a plein de détails. Si vous aimez les beaux livres, vraiment, ça va vous plaire. J'ai envie de vous dire, un petit peu comme toujours avec les éditions Métamorphose, on peut pas dire que leur livre soit pas très beau, hein. Et en parlant des éditions Métamorphose, on termine avec elle, avec le pire craquage que j'ai fait pendant mon salon. Il s'agit du coffret avec les 3 tomes de la saga des Ogres-Dieux. Voilà. Alors il est absolument sublime. Voilà, c'est un très bel objet. Il pèse totalement un âne mort, voilà. Et il coûte assez cher, hein, puisque il coûte 75 €. Hein. Je lâche cette somme parce que j'ai adoré le 1, j'ai adoré le 2, et le 3e sortait, je m'étais dit je vais acheter le 1 et le nouveau. Allez, un tome avec les 3, je les prends. C'est vraiment parce que j'ai adoré ces livres que je les achète et que je lâche une somme aussi conséquente. Voilà. Mais si vous voulez vous faire un beau cadeau, il y a tout ça. Une fois déballé, vous avez donc Petit, qui est plus ou moins le premier tome, parce qu'en fait les 3 livres peuvent se lire totalement séparément. Ce sont 3 histoires dans un même univers. On va dire que Petit pose les bases puisqu'il vous présente les ogres-dieux, et qu'ensuite eh bien, le reste de cet univers s'articule un peu autour des ogres-dieux, mais on se focalisera pas forcément que sur eux. Pour l'histoire de Petit, en fait, vous avez l'histoire tout simplement de Petit, qui est ce personnage-là, qui en fait est le fils du roi et de la reine des ogres, en fait. Sauf qu'en fait, la reine, au début de l'histoire, ne se rend pas compte qu'elle est enceinte et surtout qu'elle accouche parce que son enfant est très petit. Il n'a pas du tout la taille d'un ogre habituel, et eh bien son père, le roi, hein, qui est ici, n'a pas envie qu'il vive, hein. Il va demander à sa femme de le tuer parce que c'est une honte en fait finalement d'avoir un enfant si petit, si chétif. Sa femme ne le veut pas, elle va le protéger, elle va le cacher aux yeux de son père, et on va suivre un petit peu l'histoire de Petit, comment il grandit et que devient sa vie en tant qu'adulte. J'ai d'ailleurs eu droit à une très jolie dédicace, voilà, je vous la présente ici.
Il y a ensuite Demi-sang qui est donc le deuxième sorti qui se concentre sur la vie des champs blancs ou des chamblins, je ne sais plus du tout le nom, qui sont plus ou moins les conseillers des ogres-dieux, puisqu'en fait les ogres sont tellement vaniteux qu'ils vont se concentrer en fait sur leur cour, sur leur vie tout simplement, et pas tellement sur celle du royaume, et qu'il faut bien quelqu'un pour veiller sur le royaume des humains qui sont gouvernés par les ogres. Les chamblins sont justement des humains qui collaborent avec les ogres et qui vont diriger le royaume, et dans celui-ci vous avez plutôt des histoires de complots, de secrets, de jeux de pouvoir qui sont plutôt très chouettes. J'avais bien apprécié Demi-sang, c'était vraiment aussi une très très belle lecture. Et il y a ensuite Le Grand Tome qui est donc le dernier sorti, dont je ne sais pas grand chose et dont je ne vais essayer de pas trop en savoir, histoire de me garder des petites surprises à la lecture de ce livre là, comme je l'avais été avec Demi-sang où j'avais pas cherché à en savoir plus avant de me plonger dedans. Donc très hâte de découvrir tout ça, puisque je suis certaine que ça me plaira tout autant que les deux premiers. Dans le coffret vous avez aussi un ex-libris qui est signé par les deux auteurs, et il est vraiment signé, hein, c'est pas une impression. C'est très beau, voilà. Et en plus c'est une de mes planches préférées de Petit, donc c'est la reine en fait dans Petit. Voilà, et ça vous donne un petit peu une idée du dessin, parce que tout est en noir et blanc, mais il y a un tellement beau travail au niveau des grilles, des plans, des nuances du dessin, que voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ce sera donc tout pour ce très gros book haul de Montreuil. Voilà, je suis très contente encore une fois de m'y être rendue, d'avoir fait de belles découvertes, d'avoir pu rencontrer autant d'auteurs, parce que c'est quand même ça qui est chouette en salon, c'est qu'on peut voir les auteurs, on peut discuter avec eux, ils vont vous donner envie d'acheter leurs livres aussi, et puis si vous les avez déjà lus, eh bien vous allez faire forcément de très jolis échanges, c'est chouette, voilà, j'adore ça pour ça, les rencontres évidemment, passer du temps avec les amis, c'est toujours chouette. Voilà, donc j'espère que ce book haul vous aura plu, que peut-être je vous aurai tenté, je pense, avec les belles choses que contient ce book haul. Et écoutez, n'hésitez comme d'habitude pas à me dire si vous les avez lus, s'ils vous ont plu ou pas du tout, hein, c'est possible aussi. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!